Il est 8h sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilico au micro pour le premier journal d'information après cette nuit très mouvementée et remplie de suspense après les élections qui ont eu lieu hier, avec le titre de ce matin: Israël a choisi Binyamin Netanyahou. C'est le titre de l'actualité israélienne ce matin, après donc sa première victoire il y a 23 ans. Après avoir formé 5 gouvernements, Binyamin Netanyahou sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Et voici le résultat de l'élection législative tel qu'il a été en tout cas communiqué il y a un peu plus d'une heure, après que 97% des voix ont été dépouillées par la centrale des élections de la 21e Knesset. Le Likoud, 35 voix. Le Kahol Lavan, 35 sièges, pardon. Yahadut HaTorah, 8 sièges. Shas, 8 sièges. Le Parti travailliste, 6 sièges. Hadash Ta'al, le parti donc arabe israélien, 6 sièges. Ehud Hayamin, 5 sièges. Israël Betenu, 5 sièges. Kulanu de Moshe Kahlon, 4 sièges. Meretz, 4 sièges. Et parti arabe aussi qui est rentré, on va dire, à la dernière minute avec 4 sièges. Mais il faut attendre encore le dépouillement de ce qu'on appelle ici en Israël Kolot Chayalim, c'est à savoir la voix des soldats, mais ce n'est pas seulement les soldats, ce sont aussi les prisonniers, les personnes hospitalisées qui votent d'une façon un peu différente, et le dépouillement prend un peu plus de temps. Ces voix pourraient donner la possibilité au parti à Yamin Hadash de Naftali Bennett et Ayelet Shaked de dépasser le seuil d'éligibilité, à savoir donc que le parti de Shaked et Bennett pourraient obtenir donc 4 sièges dans la prochaine Knesset. Il manque seulement 3000 voix à ce parti, 3000 voix seulement pour faire donc partie de la 21e Knesset. Si ce parti venait à rentrer à la Knesset, cela aurait bien entendu une influence sur les résultats des autres partis. Voilà donc pour les résultats. Les surprises de ce scrutin sont nombreuses ce matin. D'abord avec le parti Zehut de Moshe Feiling, qui a, selon les sondages, à qui les sondages en tout cas attribué entre 5 et 6 sièges. Il ne sera pas présent dans la 21e Knesset, et c'est une véritable surprise, une surprise d'importance. Ensuite, la seconde surprise, c'est l'effondrement total du parti travailliste, le parti de gauche qui est en partie qui a fondé ce pays, l'État d'Israël, et qui fête aujourd'hui ses 50 ans, obtient seulement 5 sièges donc dans la prochaine Knesset. Un score décevant pour Avi Gabay, le chef du parti travailliste, qui est l'un des premiers chefs de parti à avoir pris hier la parole et qui a annoncé donc la défaite de son parti, mais qui n'a pas annoncé sa démission du parti travailliste. Il sera intéressant de voir ce qu'il va se passer à l'intérieur du parti travailliste dans les semaines à venir. Si on résume donc, le bloc de droite est le bloc le plus important, 65 sièges contre 55 pour le bloc de gauche, ce qui va permettre à Binyamin Netanyahou de former donc le prochain gouvernement. Ce qui va se passer dans les jours à venir, on va attendre bien entendu les résultats finaux de ces élections, avec le dépouillement des voix des soldats. Ensuite, ce qui se passera, c'est que le président va commencer les consultations auprès des chefs des différents partis, et donc chaque responsable de parti va recommander une personne pour former le prochain gouvernement. À la fin de ces consultations, le président appellera celui qui a reçu le plus de suffrages pour former la prochaine coalition, le prochain gouvernement, et ce sera sans aucun doute Binyamin Netanyahou.
Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a attendu 2 heures du matin pour prononcer son discours de victoire. Il faut dire que Benjamin et Netanyahou est un peu habitué de ce genre de soirée électorale. Il a donc été prudent et a préféré attendre, ce qui n'a pas été le cas de Benny Gantz, comme nous le verrons dans quelques instants. C'est une victoire exceptionnelle, un résultat incroyable, a déclaré Benjamin Netanyahou devant des militants du Likoud. Je serai le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël, juifs ou non juifs, ceux de droite ou ceux de gauche, a ajouté le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a aussi remercié son épouse Sarah, qui se tenait à ses côtés pendant son discours, et ses enfants. Celui qui a été beaucoup moins prudent, et son discours restera sans doute dans les annales de la politique israélienne, c'est Benny Gantz, qui a dès minuit annoncé sa victoire. À cette heure, il pouvait encore prétendre à former son prochain gouvernement, car Kahol Lavan avait une petite longueur d'avance sur le Likoud. Benjamin Netanyahou, je te remercie pour ces 13 ans de bons et loyaux services, a déclaré donc Benny Gantz, mais c'est moi qui sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Je serai le Premier ministre des Israéliens, ceux qui ont voté pour Kahol Lavan et ceux qui n'ont pas voté pour Kahol Lavan. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz, qui donc s'est grièvement trompé hier soir en annonçant un peu trop tôt sa victoire. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur ces résultats. En tout cas, il faut attendre encore quelques heures et peut-être même jusqu'à demain matin pour avoir les résultats finaux de ces élections et savoir exactement comment sera formée la prochaine Knesset, avec cette question qui reste quand même en suspens. Est-ce qu'un nouveau parti rentrera dans cette 21e Knesset, à savoir le Yamin HaChadash? Nous le saurons après le dépouillement de toutes les voix, en particulier des voix des soldats que nous attendons, et ce sera sans doute, bien entendu, demain matin. Mais il y a encore beaucoup de commentaires à faire sur ces élections, et nous allons le faire tout au long de cette heure sur Studio Kalita, puisque nous allons recevoir dans quelques instants des commentateurs, des responsables de partis avec qui nous analyserons ces résultats. Nous reviendrons bien entendu à 8h30 heure israélienne, 7h30 à Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens. Voilà, 8h08 sur Studio Kalita, donc une émission spéciale sur les résultats avec des analyses, des commentaires de cette soirée élection. Pierre Lursa nous a rejoint dans ce studio. Il va rester avec nous pendant 7 heures d'information pour commenter avec nous ces résultats, et puis pour aussi recevoir nos représentants de partis que nous aurons soit au téléphone, soit dans le studio. Ça risque d'être très intéressant, comme cela a été une soirée très intéressante. Pierre, bonsoir. Bonjour, plus exactement. Boker Tov. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Alors, première réaction, premier commentaire de ces résultats. Eh bien, moi, je suis rassuré et tout à fait optimiste. Je crois que on a vécu une campagne qui était un petit peu difficile, avec beaucoup d'insultes, de coups bas, c'était pas une campagne très reluisante. Mais finalement, je crois que les électeurs israéliens nous ont ramenés dans le monde de la réalité et qu'ils ont redonné leur confiance à Netanyahou, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance, surtout au vu de l'acharnement de grands médias israéliens contre lui. Et on avait presque failli oublier que Netanyahou, c'est quand même un très grand Premier ministre, et c'est, à mon avis, il est déjà rentré dans l'histoire d'Israël parmi les plus grands premiers ministres aux côtés de Ben Gurion et de Menachem Begin. Alors, on va rentrer un peu dans les détails des résultats, avec tout d'abord ce résultat donc assez brillant et assez surprenant. Il faut dire aussi du Likoud, avec donc, selon les derniers résultats, entre 35 et 36 sièges dans la prochaine Knesset. On a vu pendant toute cette campagne, et plus particulièrement ces derniers jours, Benjamin Netanyahou se
sonné un véritable signal d'alarme, particulièrement hier où il était très présent sur les réseaux sociaux, où il s'est promené un peu partout en Israël, à Netanya, entre autres, Ashdod, et puis bien entendu Jérusalem. Est-ce que cette campagne qui a été organisée par Benjamin Netanyahou a en fait marché, d'après vous, a vraiment réussi? C'est grâce à ça que le Likoud a pu obtenir ses voix? Peut-être que c'est la campagne de... Effectivement, on sait que, comme on dit ici, Netanyahou est un très bon campagneur. C'est un bon... Ouais. Il est meilleur dans l'adversité. Et là, il l'a prouvé parce que c'était peut-être la plus difficile de ses campagnes électorales. Mais je pense surtout que c'est le peuple d'Israël, dans sa majorité, qui quelque part est resté fidèle à quelques principes fondamentaux et qui ne s'est pas laissé perturber ou induire en erreur par toutes les diffamations et tous les mensonges qu'on a vus dans cette campagne électorale. Alors, quand même, on va parler aussi du résultat du second parti, donc ce parti qui a été créé, on va dire, pour ces élections pratiquement avec 3 généraux, un journaliste. Il s'agit de Carol Lavan avec ce résultat quand même qui est assez aussi impressionnant puisqu'il est à peu près au même niveau que le Likoud. Est-ce que Benjamin Netanyahou va devoir faire en fonction de ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne quand même, d'après vous, est-ce qu'il faut qu'il prenne en compte ce résultat? Et évidemment, je pense que tout Premier ministre doit prendre en compte les résultats des élections, mais je ne verrais pas tellement Carol Lavan comme... à mon sens, Carol Lavan, quelque part, c'est un petit peu comme le parti Kadima qu'on avait vu à l'époque. Je pense que ça sera un feu de paille du point de vue politique. C'est parce qu'un parti qui n'a pas vraiment d'assises sociologiques, qui n'a pas vraiment de programme bien défini, ne peut pas durer très longtemps dans la politique israélienne. Et on a vu beaucoup de partis apparaître et disparaître rapidement. De ce point de vue-là, je pense que Carol Lavan sera un petit peu comme le phénomène Kadima à l'époque, et sauf à la différence qu'apparemment il n'aura pas le pouvoir. Donc c'est évidemment une différence considérable, mais je ne pense pas qu'il va durer très longtemps. Alors, il va devoir maintenant, Benjamin Netanyahou, faire son gouvernement, créer une coalition, et là, il va être, on va dire, soumis au chantage de petits partis, de partis comme Israël Beiteinu, qui a obtenu 5 sièges, de Kulanu, 4 sièges, aussi, bien entendu, on parlera aussi du renforcement des partis orthodoxes religieux. Est-ce que, d'après vous, ces négociations de coalition vont être difficiles pour Benjamin Netanyahou? Les négociations de coalition, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas pour lequel Netanyahou est tout à fait à même de se défendre, c'est bien. C'est la 5e fois quand même. Oui, je crois qu'il a l'habitude, c'est peut-être lui le plus ancien dans toutes ces négociations de coalition. Et par ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment parler de chantage. C'est normal que chaque parti ait des exigences, mais finalement, le système électoral israélien qui est tellement décrié, eh bien, il a fait ses preuves et on n'a pas contrairement à ce qu'on entend souvent, on a souvent entendu comparer Israël et la Troisième République en France, on n'a pas une instabilité politique comme on avait autrefois en France sous la Troisième République. On a un système qui marche, qui fonctionne, et je pense qu'on aura une coalition qui ressemblera beaucoup à celle qu'on avait avant les élections. Donc, de ce point de vue-là, on aura une coalition de droite avec des partis religieux et des partis plus centristes. Et de ce point de vue-là, ça sera tout à fait stable. Ouais. On va avoir donc la rentrée des partis de droite, comme vous avez dit, et puis ce renforcement quand même du Yahadut HaTorah, qui ont quand même pris quelques nouveaux sièges, 16 sièges pour Yahadut HaTorah et Shas en même temps pour ces deux partis. Est-ce que c'est le résultat aussi d'une bonne campagne de ces deux partis, d'après vous? C'est à la fois le résultat d'une campagne et aussi peut-être le reflet d'une réalité sociologique et politique en Israël, l'importance politique de ces partis-là et de cette partie de la population israélienne. Ce que j'espère surtout, au vu du résultat des élections, c'est que, comme l'a dit Netanyahou dans son discours discours de victoire, hein, c'est déjà c'est qu'il sera vraiment le Premier ministre de tous les Israéliens. Et là, je ne pense pas tant aux électeurs de Carol Lavan, qui pour certains sont d'ailleurs des déçus du Likoud, donc des déçus de la droite. Ce n'est pas forcément des électeurs de gauche, c'est plutôt des électeurs du centre. Il y a vraiment un déplacement vers le centre et vers la droite de l'électorat israélien. Je pense surtout que Netanyahou, j'espère surtout qu'il sera aussi le Premier ministre des laissés pour compte dans la société israélienne.
C'est peut-être ça le grand enjeu du prochain mandat de Netanyahou, c'est finalement de se recentrer un peu sur les questions intérieures de la société israélienne. Alors, on va parler dans quelques instants avec un représentant de Kahol Lavan qui sera avec nous en ligne. On va lui poser un peu ses questions par rapport à ça. Je voudrais qu'on parle aussi quand même d'une autre surprise de ces élections, c'est le Parti travailliste, Mifleget Avoda, qui est descendu à 6 sièges. Ce parti qui est un des partis, on va dire, piliers de la politique israélienne, qui tombe à 6 sièges. Il y a une explication à ça ? C'est l'effritement continu de la gauche historique en Israël. C'est un phénomène qui n'est pas entièrement nouveau. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'Avi Gabay pourrait réussir à relever un petit peu le parti travailliste, mais évidemment, il n'a pas réussi. Et je pense que c'est un peu triste pour la démocratie israélienne. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on a besoin d'une gauche sioniste. Et peut-être que la gauche paye le prix d'un peu de sa dérive idéologique, du fait qu'elle avait quelque part abandonné les fondamentaux du sionisme. Et de ce point de vue-là, elle en paye aujourd'hui le prix. Mais on a besoin d'une gauche parce qu'il faut qu'il y ait une gauche sioniste en Israël. Ouais. Pour le moment, donc, cette gauche sioniste n'existe pratiquement plus, à part peut-être que vous ne serez pas d'accord si on prend aussi en compte Meretz, qui, je ne sais pas si on peut la considérer comme une gauche sioniste. Une gauche qui se demande si elle est sioniste. Ouais. C'est même, je crois, je ne sais plus quel représentant de Meretz encore récemment refusé de répondre à cette question, est-ce qu'il était sioniste ou pas. Ouais. C'est à eux de répondre à la question. Alors, nous sommes en ligne maintenant, non pas avec un représentant de Kahol Lavan, mais un des représentants d'un des partis victorieux, on va dire, de cette campagne électorale. Nous sommes en ligne avec Yossi Tayeb du parti Chasse. Yossi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, bonne journée à tous nos auditeurs. Alors, vous étiez, il faut le rappeler à nos auditeurs, candidat francophone sur la liste de Chasse qui a cette année décidé de valoriser, on va dire, le public francophone en vous donnant une place. 8 sièges pour Chasse à la Knesset, c'est un bon résultat pour vous ? C'est un très bon résultat. Il faut dire que le parti Chasse a fait un travail extraordinaire sur le terrain. C'est un parti avec 268 élus municipaux qui font un travail durant tout le mandat. C'est-à-dire que Chasse ne s'est pas réveillé au dernier moment pour demander à ses électeurs d'arriver chez lui. Il est vrai que Chasse a commencé déjà au début du dernier mandat de travailler pour les francophones, a déjà mis des élus municipaux dans les villes d'Israël, 5 aujourd'hui, donc moi-même adjoint au maire, à Kiryat Yearim. Voilà, le dépouillage n'est pas encore terminé, on a encore les voix des soldats, etc. On pourrait, si je veux, faire entrer le 9e mandat. Donc, alors vous êtes, si je ne me trompe pas, numéro 13 sur la liste. Je suis numéro 15 sur la liste. Numéro 15, donc. Avec la loi norvégienne, ça sera un peu normalement à l'intérieur de la prochaine Knesset. Ouais. J'ai eu Aryeh Deri hier à 3h du matin qui me disait que, Baruch Hashem, on va pouvoir tenir nos paroles et mettre comme clause... Alors ça c'est important pour nous, ce Studio Kalita, puisque justement... Alors, vous ne serez pas dans la prochaine Knesset, mais 2 questions que je vous pose concernant justement la Aliyah et la Klita. C'est d'abord, quelles sont les conditions justement qui vont être faites par le Parti Chasse et par Aryeh Deri pour entrer dans la coalition dans le domaine de la Klita et de la Aliyah, et plus particulièrement dans le domaine de la Klita et de la Aliyah francophone. Et puis on a vu aussi pendant cette campagne que Aryeh Deri s'en est pris vigoureusement contre le Misrad HaKlita, contre le ministère de l'Intégration. Est-ce que Chasse va demander le ministère de l'Intégration comme portefeuille ? C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Aryeh Deri m'a appelé hier et a renforcé l'annonce qu'il avait dit à voix haute. Il m'a dit aussi, on a la possibilité maintenant de tenir nos promesses et de demander le ministère de l'Intégration. C'est ce que je vais faire comme clause pour rentrer dans la coalition de Benjamin Netanyahou.
Donc ça, c'est une déclaration importante, hein, Voilà. que le Chasse demande donc le Misrad Aklita comme condition de rentrer dans la prochaine coalition. On va être bien entendu, Pierre, là on va dire un affrontement entre Israël Beitenou et le parti Chasse, là. Oui, c'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois, et d'ailleurs on l'a annoncé, je veux dire, on l'a annoncé de voix haute. La première fois, il y a de ça un mois, que notre leader avait annoncé la demande du ministère d'Aklita. Il avait reçu comme relance directe de Israël Beitenou, de Lieberman. On n'a pas peur de se battre, on a fait des annonces, on est là pour justement essayer de renforcer l'Alia de France d'une manière spirituelle comme matérielle, et c'est ce que nous allons faire, si tu veux. Alors, on a vu hier aussi pendant toute la journée, hier de la campagne, Aryeh Deri qui a fait à peu près le même travail, on va dire, que Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire qu'il a tiré un signal d'alarme en disant que Chasse était en très mauvaise position, en très mauvaise posture, et qu'il fallait absolument que les électeurs de Chasse aillent voter. Ce qu'on a appelé la campagne Gewalt, hein, qui a été faite aussi bien par Binyamin Netanyahou que par Aryeh Deri. Alors, est-ce que c'était vraiment le cas, ou c'était vraiment pour essayer d'avoir un meilleur résultat en fin de compte? Bon, d'abord, pour rectifier, j'en parlais avec Aryeh hier, c'est pas une campagne Gewalt comme le monde a l'habitude de l'appeler, c'est tout simplement ce qu'il m'a dit. Chez nous, ça s'appelle Wa'alia. On est vraiment, voilà. Donc, je pense qu'on était dans un cas de figure très grave. Hier, Benjamin Netanyahou, dans la mesure où Aryeh Deri, qui est un très très bon politicien, n'était pas sorti avec cette annonce, on aurait été aujourd'hui peut-être dans un autre cas de figure, avec un Likoud beaucoup plus grand. Il faut comprendre que 30% des électeurs du Likoud auraient voté d'après un sondage, dans la mesure où il y avait 2 bulletins de vote, c'est-à-dire pour le Premier ministre et pour un parti. Chasse aurait reçu 30% des voix du Likoud. Donc je pense que nous sommes sur une grande partie, nous vivons les deux, le Likoud et Chasse, sur les mêmes électeurs. Ce qu'on a l'habitude de dire, Chasse est la mezouza du Likoud. On a les mêmes points de vue au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie. Chasse est un parti, bien entendu, qui est en parallèle à ça, et la mezouza, on se bat pour les valeurs culturelles de ce pays. Ça doit être un pays juif et non pas un pays de juifs, tout en étant un parti très très social, justement pour donner des réponses à tout ce public d'un niveau socio-économique bas. Alors, vous disiez, vous avez parlé avec Aryeh Deri cette nuit à 3h du matin. Quel était son sentiment, dans quel état il se trouvait? Tout d'abord, c'est ce qu'il m'a dit, je suis content qu'on a réussi à faire Kiddush Hashem. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à garder le flambeau du Rav Ovadia Yosef, qui justement s'était battu une vie entière pour garder les valeurs culturelles de ce pays. Et cette nuit, le peuple d'Israël a encore une fois été présent et a annoncé de voix qu'il voulait un pays juif, un pays avec des partis sociaux qui seront là justement pour les pauvres, pour aider les personnes en difficulté. Et bien entendu, il me l'a dit de voix haute, le public français a été là, a été répondant. On a déjà des preuves au niveau... Vous savez que après on fait des sondages, nous, à l'intérieur du parti. D'après les premiers sondages, d'après les effectifs qu'on a reçus, le public francophone a été avec nous, et on lui est redevable. Voilà, donc on rappelle le titre quand même important de cette interview avec vous, Yossi Tayeb, c'est que le parti Chasse va demander le portefeuille du ministère de l'intégration comme condition pour entrer dans la prochaine coalition avec Binyamin Netanyahou. Il faut dire d'ailleurs que déjà Binyamin Netanyahou et Aryeh Deri se sont parlé déjà hier après 22 heures, et Aryeh Deri a assuré donc Binyamin Netanyahou qu'il recommanderait donc Binyamin Netanyahou auprès du président pour être le prochain Premier ministre. On va vous laisser vous reposer. Je suppose que la nuit a été courte aussi pour vous. Donc merci beaucoup Yossi, et nous serons bien entendu en contact pour la suite des événements et pour parler de la coalition. Merci beaucoup Yossi.
Merci à vous. Bonne journée. Voilà. 8h24, on va faire une petite pause musicale sur Studio Kalita et nous nous retrouvons tout de suite après. Il est 8h30 sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h30 sur Radio J à Paris qui nous a rejoint pour la revue de la presse et des médias israéliens avec ce matin une revue de la presse un peu plus courte que d'habitude car bien entendu les journaux qui ont été édités dans la nuit n'avaient pas encore les résultats de ces élections et les titres des fois ne sont pas toujours très actuels comme le titre par exemple du Maariv en première page qui annonce Netanyahou, on a gagné, Gantz, on a gagné, donc qui n'avait pas encore les résultats totalement finaux de ce scrutin. Le Haaretz qui a dû aussi clôturer son édition assez tôt dans la soirée qui titre Netanyahou et Gantz annoncent leur victoire différente dans les blocs entre les différentes estimations données par la télévision. C'est les titres de Haaretz. Les titres en tout cas les plus actuels sont quand même ceux ce matin du Yediot Ahronot et de Israël Hayom. Les deux annoncent la victoire de Binyamin Netanyahou. Nitzarti pour le Yediot Ahronot. J'ai gagné donc pour le Yediot Ahronot. Netanyahou dans un discours de victoire annonce donc qu'il a gagné un résultat incroyable et publie une photo de Binyamin Netanyahou. Un résultat incroyable, c'est pour le Israël Hayom et qui annonce donc la victoire de Binyamin Netanyahou et publie donc une photo du Premier ministre accompagné de son épouse hier soir lors d'un meeting de victoire à Tel Aviv, avec à côté de cette photo une photo de Benny Gantz, lui aussi lors de sa rencontre avec les militants du parti Kahol Lavan. Et le Israël Hayom et le Yediot Ahronot ont quand même eu le temps de demander à leur éditorialiste de commenter la victoire de Binyamin Netanyahou. Élection historique et victoire historique, c'est Amnon Lord qui écrit ces mots dans le Israël Hayom ce matin. Il faut respecter la décision du peuple, écrit aussi ce matin Chaim Shein dans le Israël Hayom. Beaucoup plus prosaïque, Mati Torfeld estime que l'avenir de ce gouvernement dépend des petits partis. Et donc c'est l'avis donc de ce commentateur du Israël Hayom. Et toujours dans l'Israël Hayom, Yehuda Schlesinger qui pense que la gauche doit, elle, faire un examen de conscience. Émilie Amourassi dans aussi le Israël Hayom et elle satisfaite que cette campagne est finie après 100 jours de haine et de violence. Je suis heureuse que nous avons mis fin à cette campagne. Ben Dror Yemeni, lui, dans le Yediot Ahronot, fait appel à l'union nationale. L'union maintenant, c'est le titre de l'éditorial de Ben Dror Yemeni ce matin dans Israël Hayom. Il faut oublier la bassesse de la campagne électorale, oublier les déclarations de chacun. L'intérêt national est un gouvernement d'union nationale pour éviter le chantage des petits partis conclus ce matin. Donc Ben Dror Yemeni dans Yediot Ahronot. Même son de cloche pour le Rav Shai Pinot, l'ancien ministre de l'éducation qui, lui, estime qu'il faut aussi faire un chemin vers une réconciliation nationale pour cet ancien ministre de l'éducation donc du parti Yesh Atid. Et puis Nahum Barnea, toujours dans les Yediot Ahronot, estime qu'il sera très difficile pour Binyamin Netanyahou de former une coalition stable. Enfin, on va terminer par Sima Kanmon dans les Yediot Ahronot qui explique que Binyamin Netanyahou sera un premier ministre à condition, en raison des dossiers de corruption qui pèsent sur lui et qui mettent donc en danger son prochain mandat. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin concernant cette revue de la presse et des médias israéliens avec les principaux titres et les principaux éditoriaux qui ont été publiés. Je vous rappelle quand même les résultats. En tout cas, il y a à peu près 1 heure qui ont été donnés par la centrale des élections de la 21e Knesset. Après
près que 97% des bulletins ont été dépouillés. Le Likoud avec 35 sièges, Kahol Lavan 35 sièges aussi, Yahadut HaTorah, parti orthodoxe religieux, 8 sièges, Shas 8 sièges, le parti travailliste Avoda 6 sièges, Hadash-Ta'al, le parti arabe israélien donc 6 sièges, Aïchoud Yamin 5 sièges, Israël Beitenou de Victor Lieberman 5 sièges, Kulanu de Moshe Kahlon 4 sièges et le Meretz 4 sièges. Et puis un dernier parti qui est rentré vraiment in extremis dans cette 21e Knesset, c'est le parti aussi arabe Ra'am Balad avec 4 sièges. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin pour cette revue de la presse et des médias israélien. Nous continuons dans un instant sur Studio Kalita avec notre prochain invité. 8h40 sur Studio Kalita. On continue d'analyser et de commenter ces résultats donc de ces élections avec présent notre second invité dans le studio. Il s'agit de Nili Naouri. Nili, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de Israel Forever et membre bien entendu du Likoud, et je suppose que ce matin c'est la joie. C'est une joie extrême. Je pense qu'on devrait tous se rendre dans les synagogues et faire Birkat HaGomel parce carrément, parce qu'on est vraiment passé. Alors racontez-nous comment s'est passée la journée d'hier où on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Binyamin Netanyahou tirer le siren d'alarme. On l'a vu présent énormément sur les réseaux sociaux avec des films qu'il a fait, des interventions en direct. On l'a vu à Netanya, on l'a vu à Ashdod, on l'a vu à Jérusalem. D'abord, il faut dire qu'il est assez incroyable au niveau de cette persévérance. Il s'est battu comme un lion quand même. Comme un lion. Non, il est vraiment phénoménal. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et on espère que ça va continuer comme ça pour son prochain mandat. Alors racontez-nous comment vous avez vécu cette journée d'hier en tant que militante du Likoud. Eh bien, la journée a été extrêmement difficile émotionnellement, vu que même du QG du Likoud, il y avait de très mauvais échos, que le taux de participation était particulièrement bas et que ça jouait en faveur de la gauche, que la gauche se mobilisait, mais que dans les quartiers où d'habitude nous avons de bons résultats, les gens ne se mobilisaient pas. Il est vrai qu'après 10 ans de pouvoir et après une campagne où on a affirmé haut et fort, même les médias de gauche, que le bloc de droite gagnait, même si Gantz avait plus de mandats que le Likoud. Du coup, les gens pensaient que c'était acquis et ne se déplaçaient pas pour aller voter. Donc, Binyamin Netanyahou a eu raison, une fois de plus, de faire sa campagne, sa fameuse campagne Gewalt, et de faire sortir les gens et de les amener voter. Même au moment où nous avons obtenu les premiers résultats à 10h, c'est vrai que la victoire n'était pas encore acquise, mais au fur et à mesure de la soirée, les résultats se sont affinés et du coup, on a compris que finalement, le peuple avait véritablement voté à droite comme... Alors, c'est vrai que le bloc de droite est beaucoup plus important. On parle d'à peu près de 65-66 sièges contre 55-54. Dans les 54-55, il faut savoir aussi qu'il y a quand même des Arabes. Donc, ça n'est pas c'est une victoire écrasante de la droite. Mais quand même, les gens, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, on a quand même un résultat aussi assez important de 35 sièges pour le parti Kahol Lavan qui vient d'être créé et qui, on va dire, a été créé contre Binyamin Netanyahou, qui a été vraiment qui a fait une campagne anti-Bibi, on va dire. Alors, comment Binyamin Netanyahou doit prendre ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit prendre ça en compte dans la suite de sa politique, et lorsqu'on sait que dans quelques semaines, dans quelques mois, il va devoir passer devant donc le Yoetz Mishpati, donc le conseiller juridique du gouvernement, dans les histoires de dossiers de corruption. Comment doit-il prendre en compte ces 35 sièges qui sont quand même assez importants, il faut le reconnaître? 35 sièges, c'est vrai que Binyamin Netanyahou ne fait pas l'unanimité, mais la seule raison, c'est la Shtifat Moach,
Lavage de cerveau. Le lavage de cerveau, merci. Le lavage de cerveau qu'a entamé les médias de gauche qui sont véritablement de parti pris. C'est une campagne de diffamation qu'ils ont instaurée contre le Premier ministre. Le procureur s'y est mis aussi. Les dossiers qui sont montés contre lui montrent soi-disant de la corruption, mais pour non pas de l'argent qu'il aurait reçu, mais pour une médiatisation positive. C'est quand même incroyable de penser un seul instant que Netanyahou a bénéficié d'une médiatisation positive. Le contraire est la vérité. Donc, je ne pense pas... Si vous vous rappelez bien, d'ailleurs, la déclaration que Netanyahou avait faite, qu'il avait dit qu'elle serait dramatique, il y a peu de gens ont mis le doigt sur le fait qu'il ait dit que cette chasse aux sorcières serait arrêtée s'il se décidait à donner Jérusalem, s'il se décidait à donner la Judée-Samarie. Donc, et il y a bien aussi une procureure d'ailleurs qui a même attesté que si Netanyahou n'était pas vainqueur de ces élections, les charges seraient certainement abandonnées, mais que s'il était élu, alors les charges seraient encore maintenues contre lui. Donc, c'est une véritable chasse aux sorcières qu'a décidé l'extrême gauche pour le faire tomber non pas par la voie démocratique, vu que hier le peuple a dit ce qu'il pensait et il est de droite et il est avec Netanyahou. Ils essayent de trouver d'autres moyens de le faire tomber. Alors, il y a d'autres partis partis de droite, et je voudrais aussi avoir votre réaction par rapport à ça. C'est surtout le parti de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, qui pour le moment ne font pas partie de la prochaine Knesset, mais il faut attendre bien entendu le dépouillement des voix des soldats. Est-ce que vous êtes surprise de ce résultat pour ce parti ? D'abord, j'espère vraiment que le parti de Bennett va passer le seuil d'éligibilité. Il lui manque, je crois, 4300 voix. On a encore 200 000 voix de soldats qui doivent être dépouillées. Donc, j'ai vraiment bon espoir. Bennett et Shaked ont fait un travail remarquable durant la dernière Knesset, dans leur ministère respectif. Et j'espère véritablement qu'ils vont passer. Ceci étant, il est vrai que c'était un pari un peu osé qu'ils avaient fait, de quitter le Beit Yehudi 3 mois avant, laissant le Beit Yehudi aussi dans une situation très difficile, essayant de monter un parti, on ne sait pas trop vraiment sur quelles valeurs, en quoi ces valeurs différenciaient véritablement du Beit Yehudi ou du Likoud. Donc, est-ce qu'il y avait la place pour un autre parti entre le Likoud et le Beit Yehudi? C'était pas sûr. S'il remplit en tout cas s'il passe le seuil d'éligibilité, ils seront à 4. Le Beit Yehudi, enfin le Yichud HaYemin est aujourd'hui à 5. Ça aura été beaucoup de drames pour pas grand-chose, vu qu'ils étaient, si je me rappelle bien, à 8 dans la dernière Knesset. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont passer, mais... Dernière question, c'est concernant les pourparlers qui vont commencer, et qui ont commencé, je suppose, déjà pour Benjamin Netanyahou. Comment vous voyez ces pourparlers? Vous pensez qu'ils vont être difficiles pour le Premier ministre? Ce qui aurait été difficile, c'est si Feiglin était passé, qu'il avait exigé le rôle de ministre des Finances, puisque Kahlon le veut absolument. Dans quelques instants, nous serons avec elle et Ifra, nous parlerons justement de la position de Moshe Kahlon et de Kulanou concernant le ministère des Finances. Oui, donc je pense que ça aurait été une épine dans le pied de Netanyahou, mais qu'elle a été retirée vu que Zéhout n'est pas passé. Ou sinon, je pense que les ministères ne posent pas énormément de problèmes. Ce que j'espère en tout cas, c'est que le ministère... Le ministère de l'Éducation ira à Bezalel Smotrich. J'en rêve, vraiment. Ça serait une très bonne nouvelle pour les écoliers d'Israël, qu'on ait enfin une éducation où les écoliers aillent à Hebron, aillent à Jérusalem, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'ils apprennent véritablement l'histoire juive et que on passe, parce que c'est évident que tout passe par l'éducation et ça sera une bonne formation pour le peuple de demain.
Merci Nelly de ces commentaires, de ces observations concernant donc ces résultats. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et encore une fois, on va vous souhaiter une bonne journée. Et je pense que elle sera excellente pour vous. Et puis une journée qui s'annonce aussi bonne, même si les résultats du parti Kulanu ne sont pas les meilleurs, puisqu'ils étaient déjà plus de 10 sièges dans la précédente Knesset. Nous sommes en ligne avec Yael Ifra, qui était sur la liste justement de Kulanu. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vos sentiments après cette nuit qui a dû être aussi assez longue pour vous et assez prenante. Bah écoutez, je ne sais pas si ça a été si longue, mais en fait, comme ici on est dans un pays un peu étrange, où les résultats sont proclamés sur la base de simulations sorties des urnes, bon, on doit attendre effectivement que les voix soient comptées. C'est pour ça que à chaque campagne des élections, on se retrouve avec ce genre de suspense où on ne sait jamais qui est dedans, qui est dehors. Bon, peut-être qu'il faudra penser un jour à moderniser un peu tout ça, mais bon. Nous, on est contents parce qu'on a quand même sauvé les meubles. C'était une campagne qui était d'une extrême violence, qui était très difficile. Bon, vous l'avez vu, hein, on s'est vu plusieurs fois au cours de cette campagne. Le débat s'est polarisé de façon complètement stérile sur des sujets inintéressants, d'affaires judiciaires, de sous-marins, de téléphones, on se souvient même plus. Je pense que les gens, demain, quand ils se réveilleront de leur gueule, quand ils auront la belle gueule de bois. On a fait hier avec Eliana un peu un récapitulatif de ce qui s'était passé. Je crois qu'on avait parlé de 17-18 événements différents qui se sont passés en à peine 3 mois pendant ces élections. Oui, et puis surtout, quand après les fêtes de Pessah et qu'on se sera tous un peu reposés, les gens vont vraiment se réveiller et qu'ils vont se rendre compte qu'aucun des enjeux réels n'ont été traités. Je pense que là, ça va faire très mal. Et puis, il faudra attendre les prochaines élections pour s'en occuper. Alors, donc ça, pour moi, c'est navrant. Hein. Alors, Moshe Kahlon a demandé et a fait sa campagne autour, justement, du ministère des Finances. Et donc, ça va être, je suppose, la revendication essentielle du parti Kulanu. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il va avoir les moyens de sa politique? C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé sur Studio Qualité. Il y a beaucoup de réformes que Moshe Kahlon veut mettre en place. Est-ce qu'avec 4 sièges au gouvernement, il va pouvoir mettre en place cette politique d'après vous? Je n'ai pas beaucoup de doutes parce qu'en fait, tout ça rentre dans le cadre du processus de la négociation de l'accord de coalition. Chacun y rentre ce qu'il veut y mettre. Moshe Kahlon a été un ministre des Finances extrêmement populaire, contrairement à tout ce qui a été dit dans la campagne. Mais bon, la campagne consistait à taper sur tout le monde toute la journée. Tout le monde veut qu'il continue parce que l'économie israélienne se porte très bien, que les réformes sont nécessaires. Je pense que si l'accord de coalition est fait comme il faut, Moshe Kahlon est un homme politique extrêmement expérimenté. Il n'est pas rentré en politique il y a 6 mois, donc il saura faire en sorte, et sinon il n'ira pas. Voilà, donc ça, pour le coup, il faut reconnaître à Moshe Kahlon que c'est tout sauf un arriviste politique, c'est quelqu'un qui est dédié à sa mission et à sa vocation, et s'il ne peut pas faire le travail qu'il veut, il ne rentrera pas, et je peux vous dire que tout le monde veut que Moshe Kahlon rentre, parce qu'il est modéré, parce que c'est quelqu'un de fiable, parce qu'il ne fait pas de chantage à la démission tous les 4 matins, qu'il n'exige pas des choses délirantes, mais simplement de pouvoir travailler. Alors, donc pour moi, je pense que ça ne posera pas de problème. Je m'adresse à Nelly et à Pierre qui sont restés avec nous dans le studio. Vous pensez que Benjamin Netanyahou va donner le portefeuille du ministère des Finances à Moshe Kahlon? C'est quelque chose de plus ou moins logique, plus ou moins naturel? Je suis persuadée que ça sera son exigence, à savoir si Netanyahou voudra continuer avec lui, ça je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il est véritablement satisfait de ses réalisations. Moi, je sais personnellement dans ma branche, puisque je suis avocate en immobilier, que sincèrement, il n'a vraiment pas aidé le secteur et qu'il a plutôt gelé et d'une manière très difficile et pas franchement efficace. Il y a d'autres réformes qu'il a faites qui ont eu du succès, mais je pense que Netanyahou est à même de décider si il voudra lui redonner une chance. Alors mon but c'était pas de faire une confrontation entre vous et Yael. C'est ça, si on refait le débat tous les jours, c'est juste pas la peine. Donc on va. Alors il y a une autre question que je voulais vous poser concernant la rentrée de Kulanu dans la coalition. C'est une question concernant les Olim de France. Quelles vont être les demandes par rapport à ça? Je peux pas du tout vous dire, Olivier. Franchement, les élections, c'était hier soir. On n'a même pas proclamé les résultats.
De toute façon, ce qu'il faut dire, et ça c'est super important, c'est qu'au moins avec cette élection, les Olim de France sont rentrés sur la scène politique avec 4 candidats. On a eu des beaux débats. On a eu des belles confrontations, on a pu présenter véritablement, je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens ont quand même une Tmunat Matzav, une photo instantanée de qui sont les Olim de France et quelles sont leurs problématiques, qu'ils ont cessé de nous balancer toute la journée des clichés sur ils sont tous riches, ils habitent tous sur Rothschild, ou c'est tous des fraudeurs du fisc. Ils ont compris que les Olim de France sont des familles. Voilà, alors même s'ils sont pas rentrés, on va les citer parce que ils ont fait un travail quand même assez exceptionnel et ils se sont vraiment dévoués à leur cause. Alors c'est vous bien entendu sur Koulanou, on a eu Yossi Tayeb un peu plus tôt ce matin sur le parti chasse, Yom Tov Karlfon qui était avec Bennett et Shaked et Albert Lévy, Albert Lévy qui était sur la liste de Moshe Felling sur Zéhout. Merci beaucoup Yael d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Olivier, dernière remarque, j'espère de tout mon cœur que Bezalel Smotrich n'aura pas le ministère de l'Éducation. Voilà. Que Israël reste un pays pluraliste, modéré, et que l'éducation soit destinée à tous. Alors, on a dit qu'on ne fera pas de confrontation, donc je ne vais pas demander... Elle a rendu la moindre de la pièce. Exactement. C'est terminé, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Yael. On va, dans quelques instants, partir en France pour savoir de quelle manière la communauté juive de France a vécu ces élections. Nous serons en ligne avec Michel Gerfinkel qui nous expliquera un peu comment de France, lui, il a vécu ces élections. Je vais vous remercier d'avoir été avec nous, Nelly et Pierre, pour cette matinée d'information. Moi, que vous voulez une conclusion de ces élections Je vais vous dire, non, parce qu'on parlait des Français, justement. Ce que j'espère véritablement, c'est que le Likoud garde le ministère de l'Alia et de l'intégration. Il est très important que ce ne soit plus... C'était à Israël Beitenou. C'était à Israël Beitenou. Et il faut absolument que le Likoud le reprenne. Alors, et je pense que le travail qu'Israël is Forever a fait d'ailleurs auprès des ministres et des députés Likoud et de tout le camp national leur a fait comprendre l'importance, de Kalita aussi bien entendu, leur a fait comprendre l'importance de l'Alia française, que c'est une opportunité historique à ne pas rater et il faut absolument que le Likoud soit le maître d'œuvre de cette Alia. Il va y avoir beaucoup de prétendants à ce ministère puisqu'on a eu Yossi Tayeb du parti Chasse qui a dit aussi que la condition pour entrer dans la coalition de Chasse sera d'obtenir le ministère de l'intégration. On a eu aussi, on suppose aussi que Israël Beitenou va d'une façon traditionnelle demander ce parti. Maintenant, vous nous dites aussi que le Likoud prétend à ce parti. Donc, ça va être très intéressant cette bataille autour et de la Alia et de la Klita. C'est peut-être aussi une façon justement de dire que c'était un sujet important pour l'État d'Israël. Pierre, une conclusion ? Oui, je voudrais dire que effectivement, je partage la satisfaction de voir que l'électorat francophone est de plus en plus impliqué dans la vie politique en Israël. Et mon souhait, c'est que le prochain gouvernement qui sera dirigé par Benjamin Netanyahou et par le Likoud revienne quelque part peut-être à un aspect fondamental et négligé de la politique des pères fondateurs de la droite israélienne, qui est l'aspect social, qui est quelque part, je dirais, l'héritage aussi de Jabotinsky et de Menachem Begin, qu'on a un petit peu laissé de côté. Et il faut que la droite redevienne, non pas comme un slogan l'a dit, la Yemin Chafou, qui à mon avis ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt une droite sociale. Et à mon sens, c'est peut-être là la clé aussi de l'avenir d'Israël. Voilà, beaucoup de défis en tout cas pour Benjamin Netanyahou pour ces prochaines semaines, avec bien entendu prochaine étape, prochaine mission importante pour lui de former son prochain gouvernement. Merci Nelly, merci Pierre d'avoir été avec nous. Et nous sommes en ligne à présent avec Michel Gerfinkel qui est à Paris, qui va nous donner ses impressions de ces élections vues de Paris. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis Paris pour nous parler. Alors, comment vous avez vécu ces élections depuis Paris? D'abord, est-ce qu'on a beaucoup parlé dans les médias israéliens, dans les médias français, pardon, des élections qui se déroulaient ici en Israël? Oui, bien sûr, on en a parlé, mais je dirais qu'on en a parlé pour ne rien dire. Les médias français, et j'ajouterais la classe politique française, ne comprend rien à ce qui se passe en Israël. Donc, la plupart des médias soit sont restés dans l'expectative, soit ont schématisé de manière tout à fait
outrancières et irréalistes les enjeux de la campagne. Pour l'instant, nous n'avons pas entendu de commentaires particulièrement dignes d'être relevés dans les médias français en général. Vous savez, la source sur Israël, je ne dirais pas de la totalité, mais d'un très grand nombre de médias français, c'est dans l'ordre le Quai d'Orsay, les médias de gauche israéliens et enfin les différents mouvements palestiniens. Ouais. Alors, Michel, est-ce que vous connaissez aussi très bien la politique américaine et les rapports entre Israël et les États-Unis? On voit vraiment un rapprochement, et plus qu'un rapprochement, entre Israël et les États-Unis, et plus particulièrement entre Trump et Benjamin Netanyahou. Par contre, on voit que Benjamin Netanyahou n'est pas tellement compris, n'est pas tellement accepté en France et en Europe. On a vu aussi parallèlement que Yair Lapid a été accueilli à quelques jours du scrutin ici en Israël par le président Macron. Comment vous l'expliquez? Écoutez, le président Macron a quelques contacts en Israël, comme nous savons. Il n'est certainement pas radicalement anti-israélien, mais les contacts qu'il a en Israël sont très marqués politiquement. Et je ne pense pas qu'il ait compris grand-chose à la politique israélienne. Recevoir Lapid comme il l'a fait et manifester son soutien comme il l'a fait virtuellement au parti bleu-blanc, c'était assez léger de sa part. Vous avez raison de dire que en France et en Europe, Netanyahou n'est pas populaire comme il peut l'être aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais je vous rappelle qu'en France et en Europe, il y a des vues très négatives sur Israël, ou pour être plus précis, il y a des vues schizophréniques sur Israël. C'est-à-dire que si l'on met de côté les anti-israéliens déterminés et fanatiques, le gros de l'opinion simultanément professe des opinions qu'il faut bien qualifier de très anti-israéliennes et des opinions très pro-israéliennes. C'est-à-dire que pratiquement dans la même phrase, on rendra hommage à Israël en tant que démocratie ou en tant que start-up nation, et puis ensuite on se lancera dans des considérations sur le fait que pourquoi Israël ne fait pas la paix, pourquoi c'est toujours la droite qui l'emporte en Israël, etc., etc. Merci Michel Gerfinkel pour ces explications concernant les rapports entre Israël et la France, et plus particulièrement entre Benjamin Netanyahou et la France. Voilà, merci, bonne journée à vous Michel, à très bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Voilà, il est 9h01, nous avons terminé cette heure d'information, nous avons aussi terminé cette soirée d'élection que nous avons vécue ensemble hier, et je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe qui a fait un super travail pour la réussite de cette émission. Merci à Nelly, merci à Pierre, merci à tous les participants, merci aussi à Eliana pour la production de ce matin et à notre ami David pour la réalisation technique. Bonne journée à tous, à très bientôt sur Studio Kelita. Bye bye.